Très bien. Eh bien, je vous propose que nous commencions maintenant, puisqu'il est 10h10 et les autres nous rejoindront au fil de l'eau. En principe, nous attendons 80 personnes aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire, à tous ceux qui ont pu se libérer un petit peu de temps pour qu'on puisse échanger sur cette thématique dédiée à l'économie circulaire dans le domaine de la construction. Je suis Livia Flavien et je suis chargée de mission en écologie industrielle et territoriale à l'association Entreprises et Environnement et je suis en référence sur le projet construction et réemploi des matériaux à l'association. Je vais co-animer ce webinaire avec Juliette Auvray, qui est manager économie circulaire chez Agir, puisque Agir et Entreprises Environnement sont partenaires sur ce projet de sensibilisation. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble pendant 1h30. L'objet est de partager le maximum d'informations sur le cadre d'expression de l'économie circulaire, ses tenants et aboutissants, en alliant à la fois de la théorie et des exemples concrets. La présentation en elle-même va durer 1h30 et entre 1h et 1h10, parce qu'on a prévu environ 20 bonnes minutes pour répondre éventuellement à vos questions. Donc si vous avez des questions ou réactions même au fil de l'eau, pensez à les mettre dans le chat et on les collectera pour y répondre à la fin de la présentation, à la fin des présentations. Autre précision, nous allons diffuser le rapport, le support de présentation ainsi qu'une enquête de satisfaction dans les 15 minutes après la clôture du webinaire pour avoir vos retours. Donc, nous vous remercions d'avance déjà pour les retours que vous ferez remonter suite à nos présentations. Et je vais vous demander également un petit ajustement technique auquel vous êtes habitués avant de commencer, c'est-à-dire de vouloir fermer, couper vos micros, ne pas partager vos écrans pour ne pas perturber le déroulé des présentations en cours. Slide suivante, nous allons Voici les points que nous allons aborder. Tout d'abord, nous avons répondu à un appel à projet d'Action Logement pour attiser l'ère du réemploi sur notre territoire et c'est grâce à cela que nous pouvons organiser cet événement. Du coup, nous vous partageons les 3 axes de l'appel à projet Action Logement auquel nous avons répondu, après quoi on vous dira qui on est, Agir et Entreprises et Environnement, qui sommes-nous, puis on va vous présenter les différentes problématiques environnementales qui sont liées au secteur du BTP, avec évidemment un focus sur les déchets produits par le secteur du bâtiment dans l'Hexagone puis en Martinique. Et puisque ce qu'on le conçoit s'énonce clairement, on va vous partager quelques définitions et informations sur le contexte réglementaire, l'économie circulaire, également sur la notion de réemploi. Dans cette partie, on va parler également des enjeux, des matériaux propices au réemploi, avec une présentation de quelques cas concrets en France hexagonale et en Martinique. Et on vous proposera également un aperçu des principaux enjeux du réemploi dans le secteur de la construction de façon globale. Et nous prendrons également le pouls de la situation en Martinique en termes de solutions déjà en place. Avant le temps toujours attendu des questions-réponses, j'espère que vous en aurez, nous vous parlerons d'un temps fort et qui est inédit, qui se tiendra en Martinique du 22 au 25 octobre. C'est un événement présentiel que nous préparons activement et frénétiquement actuellement et que nous avons appelé la semaine du réemploi en Martinique, même si elle dure moins qu'une semaine en réalité. Sans transition, voilà quelques mots sur l'appel à projet d'Action Logement auquel nous avons répondu. Donc, Entreprises Environnement a émargé sur cet appel à projet dans le cadre du plan d'investissement outre-mer qui se veut un soutien à l'innovation dans les territoires par le déploiement de solutions nouvelles. L'innovation pouvant être technique, servicielle, sociale, organisationnelle, managériale, etc. La mise en œuvre du projet est assumée par le pôle économie circulaire de Entreprises Environnement. C'est un pôle qui porte depuis fin 2019 une démarche d'écologie industrielle et territoriale. C'est une démarche d'économie circulaire inter-entreprise qui est propre aux entreprises. Ce pôle a animé déjà 6 ateliers de détection de synergie qui ont réuni à la fois des associations, des collectivités, des administrations et des entreprises. Ces ateliers, ainsi que tous les outils d'animation qui ont été déployés autour ont permis à ces acteurs économiques d'échanger des ressources matières et équipements dont ils n'ont plus l'usage et près de 400 synergies, c'est-à-dire des matchings entre l'offre et la demande, ont été concrétisés. Donc le résultat des courses sur 3 ans, il y a eu une réduction de déchets de plus de 17 000 tonnes, une économie de près de 4 000 tonnes de matières premières,
En termes de CO2 évité, 5678 tonnes de CO2 évité. Au niveau économique, également, l'impact économique est important parce que nous le mesurons. Les économies réalisées sont près de 782 000 pour ces acteurs, 782 000 euros, avec plus de 400 000 euros de nouveaux business. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour ces ressources? Eh bien, elles ont été échangées et valorisées. Et du coup, elles ne sont pas passées par le statut de déchets. Et la bonne nouvelle, c'est que parmi ces 400 synergies, une quarantaine de ces synergies ont été réalisées autour des matériaux du bâtiment, comme des déchets d'enrobés, des dalles de plancher technique, du bois, du matériel électrique, etc. Donc, toutes ces synergies ont été accompagnées par le pôle économie circulaire de l'entreprise et environnement. Et chemin faisant, nous avons été interpellés par l'impact du secteur du BTP sur l'environnement et le poids de ce secteur dans la production de déchets en Martinique. Et nous nous sommes interrogés à savoir comment allier nos compétences respectives, c'est-à-dire les compétences techniques que vous avez, vous acteurs du bâtiment, et les compétences environnementales et en économie circulaire que nous avons développées au sein de l'association Entreprises Environnement pour faire émerger une réflexion qui aboutirait à quelque chose sur le territoire. Et c'est ce qui a motivé notre réponse à l'appel à projet, c'est-à-dire qu'on a saisi une opportunité de faire converger les expertises des acteurs du bâtiment et notre expérience en économie circulaire pour que des éléments de réponse puissent émerger pour notre territoire. Et c'est aussi ce qui a motivé le partenariat avec Agir que vous découvrirez dans un instant. Donc, en amont de l'appel à projet, j'ai mené plusieurs entretiens avec les acteurs du secteur du bâtiment et j'ai constaté qu'il y avait une compréhension globale du concept d'économie circulaire, mais que quand on entrait dans le côté pratico-pratique du réemploi, les acteurs manquaient globalement d'informations. Et ce manque d'informations limite parfois la vision ou la perception qu'ils peuvent avoir du sujet. Enfin, j'ai constaté aussi en échangeant avec des maîtres d'ouvrage qu'ils étaient un peu désemparés pour s'engager dans ce nouveau modèle de construction. Et pour pallier tout ça, nous avons fait le choix de candidater à l'appel à projet, plus particulièrement sur 3 axes. Il y a l'axe de la sécurisation juridique, l'axe de la sensibilisation et des aspirations et de l'inspiration des acteurs de la filière, et enfin un volet de montée en compétences internes pour nous à l'association avec une formation en diagnostic PEND. Je dois également vous dire que valider ces 3 axes, pour valider ces 3 axes et nous rassurer un peu, nous avons mené des entretiens avec les bailleurs sociaux, les directions et référents, qui ont servi de base pour établir un état des lieux en avril dernier. Slide suivante. Dans le cadre de l'appel à projet, nous avons proposé un mode opératoire. On prévoit un phasage en 2 étapes pour faciliter l'appropriation de la thématique par le plus grand nombre d'acteurs possible sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire toutes les typologies d'acteurs, que ce soit maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage, etc. Donc, il y a eu 3 webinaires dont aujourd'hui c'est le second, pour apporter une base d'information la plus large possible sur le concept, sur les enjeux du réemploi, de l'économie circulaire dédiée au bâtiment, et un événement inédit dont je vous ai parlé, que je vous invite vivement à inscrire dans vos agendas, qui se tiendra en octobre et sur lequel on vous dira un peu plus en fin de présentation. Mais comme je vous sens brûlant d'impatience, je vais vous proposer d'écouter Angèle Der, qui est la déléguée générale de l'association Entreprises Environnement, qui vous présentera succinctement nos missions et vous adressera quelques mots d'accueil. Angèle, à toi la parole. Bonjour à tous. Merci Livia. Donc effectivement, Livia a introduit un petit peu le pourquoi du comment. Moi, ce dont je voulais vous parler, c'est de qui nous sommes. Donc l'association Entreprises et Environnement, c'est une asso qui a été créée à une époque où la RSE ne faisait pas partie de notre vocabulaire. Et pourtant, une poignée d'entreprises avaient compris qu'elles avaient un rôle à jouer et qu'elles pouvaient avoir un impact positif sur le territoire. Donc cette association, elle a 30 ans aujourd'hui. Les premières actions ont été de l'entretien d'espaces verts sur des bords de route pour embellir le territoire, le rendre plus accueillant. Aujourd'hui, au fil des années, on s'est structuré et on intervient dans 3 domaines d'activité. Le premier, c'est la sensibilisation du grand public et des entreprises à la préservation de l'environnement et du cadre de vie. Donc, comment on fait les opérations Pays Propre, dont vous avez sûrement entendu parler, le programme Pays Vert qu'on a lancé également il y a quelques années.
Le deuxième champ d'action, c'est faciliter le déploiement de filières de déchets issues de la responsabilité élargie aux producteurs. On intervient sur 12 filières de déchets. Alors, je peux en citer quelques-unes rapidement. Les équipements électriques et électroniques, le mobilier, les panneaux photovoltaïques, les emballages ménagers, les médicaments non utilisés. Ben, voilà, il y en a 12. Les articles de sport et de loisirs récemment, les jeux et jouets, voilà. Et puis, le troisième domaine d'activité, c'est accompagner le déploiement de l'économie circulaire au sein des entreprises du territoire. Donc, Livia vous l'a expliqué au début, c'est au travers d'une démarche d'écologie industrielle et territoriale qu'on mène depuis 2019 en partenariat avec l'ADEME. Et puis, plus récemment, au travers de projets spécifiques tels que celui qui nous amène aujourd'hui, qui est l'économie circulaire dans la construction. Alors, l'association a une équipe de 8 permanentes qui lui permettent d'assumer toutes ces missions. On a également un agrément de protection de l'environnement depuis 2018, ce qui nous permet de siéger dans de nombreuses commissions consultatives du territoire, et on a récemment intégré le CESEM en janvier 2024. Juste avant d'aller plus loin, moi je voudrais vous partager des chiffres, alors qui sont les chiffres de l'Observatoire régional des déchets en Île-de-France de 2021, mais qui sont très parlants. Pour traiter 10 000 tonnes de déchets, il faut 1 ETP en incinération, 3 ETP en enfouissement, 31 en centre de tri et 690 en réemploi. Donc on voit bien que l'économie circulaire est synonyme de développement économique. Et pour ça, il faut des acteurs qui soient informés, formés, capables de répondre aux exigences qui sont imposées ou le seront de plus en plus par la réglementation et qui vont permettre de créer de nouveaux marchés. Donc, c'est ce que j'aimerais que vous ayez en tête également, parce que je trouve que ça serait dommage qu'on se mette à importer un terme de réemploi. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Juliette, elle pourra vous en dire plus sur la thématique. Merci Angèle, bonjour à tous. Donc je vais rapidement présenter Agir avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc Agir, on est un bureau d'études qui est spécialisé en économie circulaire dans le secteur de la construction. Donc on est implanté en France hexagonale, donc au centre Val-de-Loire, pas très loin de la région parisienne. Et on a aussi des filiales à côté de Rennes, donc en Bretagne, dans l'est de la France, dans le sud, et également à Saint-Denis sur l'île de la Réunion. Et donc on a été sollicité par Entreprises et Environnement pour les accompagner dans le cadre de cet appel à projet sur la thématique économie circulaire et réemploi dans la construction. Parmi nos champs d'activité, nous on intervient sur différents volets, organismes de formation. Donc on donne régulièrement des formations à l'économie circulaire appliquée au secteur de la construction à tout type d'acteurs du BTP, donc que ce soit des maîtrises d'ouvrage, des maîtrises d'œuvre, des entreprises de travaux, des gestionnaires de déchets, etc. Notre deuxième champ d'action, c'est le volet plutôt opérationnel. Donc, en fait, on intervient régulièrement également en assistance à maîtrise d'ouvrage sur tout type de projet, donc que ce soit en déconstruction, en construction, en rénovation, sur des travaux également d'aménagement ou de type ferroviaire. Donc, on assiste les maîtrises d'ouvrage à déployer des démarches globales d'économie circulaire sur le projet, et donc la thématique du réemploi fait partie des sujets qu'on accompagne. Et enfin, on a aussi un volet innovation. Donc, dans le cadre de nos actions d'innovation, on accompagne principalement des filières à se développer sur un territoire. Donc, par exemple, des filières de recyclage d'inertes, des acteurs spécialisés sur la valorisation des déchets pour qu'ils puissent se structurer et répondre aux besoins d'un territoire. Donc, voilà nos 3 principaux champs d'action. Et donc voilà, là, dans le cadre de l'appel à projet, on intervient en particulier sur la thématique réemploi.
Donc pour introduire le sujet, j'imagine que vous n'êtes pas sans savoir que le secteur du BTP a un impact environnemental fort et sur plusieurs aspects, que ce soit sur l'impact carbone, la production des déchets, la consommation de ressources naturelles. Là, on vous a proposé quelques chiffres pour vous donner les ordres de grandeur. Il faut savoir que l'impact carbone d'un bâtiment sur toute sa durée de vie est dû à 56% par les matériaux qu'on met en œuvre dedans. Donc les matériaux neufs qu'on met en œuvre dans un bâtiment sont responsables de 56% de l'impact carbone de ce bâtiment sur toute sa durée de vie. C'est pourquoi avoir recours à des solutions en réemploi est un levier assez fort pour réduire l'impact carbone des bâtiments que l'on construit. Par ailleurs, si on parle des déchets qui sont générés, donc là, on a les chiffres à l'échelle de la France hexagonale. On génère en moyenne en France hexagonale 315 millions de tonnes de déchets annuellement, tous secteurs confondus. Et sur ces 315 millions de tonnes, le secteur du BTP représente 70% des déchets générés. Donc, ce qui est colossal. Je vous présenterai les chiffres un peu plus en détail juste après. Par ailleurs, le secteur du BTP est aussi consommateur important de ressources naturelles. Sur les granulats qui sont extraits sur le territoire hexagonal, il y en a 66% à 75% qui sont utilisés pour le secteur de la construction. Et enfin, on a aussi des problématiques d'artificialisation des sols et on estime que tous les 20 ans, en France, il y a la superficie équivalente d'un département qui est artificialisée. Donc ça pose des problématiques de biodiversité, d'écoulement des eaux, etc. Donc on voit par ces chiffres que sur plusieurs aspects, le secteur du bâtiment a un impact fort sur l'environnement. Et si on regarde en particulier le sujet des déchets, puisque dans le cadre du réemploi, c'est la principale problématique qui nous intéresse. Comme je vous le disais, il y a 315 millions de tonnes de déchets qui sont générés annuellement, tous secteurs confondus en France hexagonale. Et le secteur du BTP, à lui seul, représente environ 213 millions de tonnes. Sur ces 213 millions de tonnes, on estime sur les déchets générés par le secteur de la construction, on estime qu'il y a seulement 25% des déchets non dangereux, non inertes qui sont valorisés. Donc en fait, c'est très peu. On verra tout à l'heure les objectifs réglementaires qui sont fixés sur la valorisation des déchets du BTP. Mais donc, quand on parle de non dangereux, non inertes, on a un taux de valorisation que de 25%. Et sur les déchets inertes, on est plutôt aux alentours des 70-75%. Et sur les déchets de chantier de démolition, réhabilitation, construction, on estime que 40% des déchets sont collectés en mélange, alors même qu'on le verra tout à l'heure, on a des obligations de tri des déchets sur chantier. Donc pareil, c'est un chiffre qui est très élevé. Et la problématique d'une mauvaise gestion et d'une mauvaise valorisation des déchets, c'est la présence parfois de dépôts sauvages, de déchets qui sont éliminés et non valorisés, et aussi un impact sur la préservation des ressources, parce qu'en fait on pourrait voir ces déchets du bâtiment comme des ressources et finalement on ne les valorise pas, donc on consomme à la place des ressources naturelles pour construire. Je repasse la main à Livia pour la partie chiffres en Martinique. Merci Juliette. À l'échelle de notre petite Martinique, on a un gisement estimé à 388 000 tonnes, tous déchets confondus. Et les déchets du BTP représentent environ 72% du total des déchets qui sont produits sur l'île, avec 280 000 tonnes par an. C'est une estimation d'EAL et ADEME de 2007. 24% seulement des PMCB, produits et matériaux de construction et secteur du bâtiment, sont collectés et traités, soit 67 324 tonnes, ce qui fait un ratio de moins de 1 tonne sur 4. Donc, il y a là un vrai enjeu pour nous sur le territoire. En matière d'organisation autour de la gestion de ces déchets, il y a peu d'exutoires, des coûts de gestion élevés, peu
opportunités sérieuses de valorisation à l'échelle locale et conséquemment une multiplication des dépôts sauvages en abord des propriétés, près des routes, des ravines, dépôts sauvages que nous déplorons tous malheureusement. Il faut dire qu'il y a quelques spécificités territoriales qui concourent à cet état des lieux, puisque l'exiguïté du marché tend à décourager les initiatives locales de valorisation. Le foncier est en tension, donc la création de zones de réemploi n'est pas évident, alors qu'on en aurait doublement besoin, puisque les systèmes constructifs en lien avec les risques naturels entraînent un surcroît de déchets. Enfin, il y a une méconnaissance des gisements, des gisements mis en marché liés aux matériaux et produits de construction du bâtiment sur le territoire. Slide suivante, s'il te plaît. Nous faisons donc là face à une problématique territoriale de grande ampleur, vous en conviendrez, dont s'est saisie la CTM via le PPGDM et les 3 EPCI via leur codec. La mise en place de la filière REP PMCB par l'éco-organisme Valobat suscite également une forte attention en matière de structuration et dans une moindre mesure, les projets de réemploi effectifs peuvent constituer une réponse adaptée au territoire, car mise en œuvre par les acteurs eux-mêmes du territoire. Donc ça peut créer une filière locale destinée à répercuter des gains au niveau local. Les données sources PPGDM, le plan de prévention et de gestion des déchets de Martinique, datant de 2019, c'est un plan orchestré par la CTM, visant à coordonner à l'échelle de la Martinique les actions entreprises par l'ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets. Ils ont estimé la part des déchets du BTP qui sont enfouis à 40%, et 60% la part orientée vers le recyclage matière. Le recyclage matière, ce serait utilisé en sous-couche routière essentiellement pour des VRD, des trottoirs, des routes, des parkings, des fondations en technique routière. Autre exemple de l'urgence de la situation, on voit que les déchets non inertes et non dangereux collectés sont estimés à 587 tonnes, alors qu'on a un gisement total qui tourne autour de 43 000 tonnes. Là encore, il s'agit d'une évaluation car il n'existe pas de statistiques précises à ce jour et le tonnage de 587 tonnes collectées est circonscrit aux métaux et plâtres, ce qui veut dire que les autres déchets de la catégorie 2 ne sont pas comptabilisés ici. Pourquoi ? Parce que les ressources du second œuvre, tout ce qui est menuiserie, cloisons, électricité, plomberie, mobilier, revêtements, ne font pas l'objet d'une traçabilité ni d'une gestion qui permettent de les quantifier aujourd'hui correctement, ce qu'on ne peut que déplorer puisqu'il y a un potentiel de réemploi également sur ce genre de ressources. Enfin, le taux de réemploi et de pré-traitement enregistré par le PPGDM en 2019 était de 6,6% de la masse totale, soit 26 625 tonnes. Slide suivante, s'il te plaît. Sur cette slide, nous voyons la provenance et la caractérisation des déchets du BTP en Martinique. On n'est pas surpris que 51% sont générés par l'activité de démolition et déconstruction. Les chantiers de rénovation produisent 36% des déchets estimés. Et ça laisse 13% pour les constructions neuves. Les déchets inertes qui proviennent des démolitions et des constructions représentent sans surprise la plus grande partie des volumes avec 72%, et ce sont souvent des déchets de catégorie 1. Et les non inertes et non dangereux, catégorie 2, je vous en ai parlé, fenêtres, plâtres, etc., totalisent 22%, ce qui laisse un solde de 6% pour les déchets qu'on appellerait dangereux ou spécifiques. Slide suivante. Aujourd'hui, le SMTVD, le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets, n'apporte pas de solution pour la collecte et le traitement des déchets pro en Martinique, que ce soit pour les entreprises artisanales ou générales. Il préconise plutôt d'envisager la création d'une déchetterie spécialisée pour les déchets PMCB ou des lieux de collecte sur tout le territoire, mission qui incombera à la REP PMCB orchestrée par Valobat depuis mai 2024. Donc, depuis sa mise en place, les exutoires mis en place par Valobat dans le cadre de la REP PMCB sont au nombre de 3. Métal-Dôme pour les métaux, menuiserie, vitrée et bois. Bâtiment recyclage pour les gravats, autres inertes, sanitaires et faïences. Et Martinique Recyclage pour le plâtre et les laines minérales. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, en matière de réduction de déchets, plusieurs objectifs officiels ont été fixés par le BPGDM. Je vous en souligne juste 2. Il y a un objectif de limitation non chiffrée de la production de déchets. On prévoit de limiter la production de déchets de manière générale. Et un objectif de 70% de valorisation matière,
souhaitée pour les déchets du BTP à l'horizon de 2025. Ça n'aura échappé à personne que 2025, c'est l'an prochain. Ces infos clôturent notre causerie sur les déchets et nous allons maintenant parler du réemploi. Sans transition, je vais passer la parole à Juliette Auvray, avec laquelle vous entrerez dans le vif du sujet. À toi, Juliette. Merci. Je vais commencer petit rappel de définition. D'abord, ce qu'est l'économie circulaire. Donc là, on vous a mis la définition de l'ADEME, donc je vais vous la relire pour qu'on l'ait tous en tête. Donc l'économie circulaire peut se définir comme un système économique d'échange et de production qui vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources, à diminuer l'impact sur l'environnement tout en développant le bien-être de l'individu. Donc là, on a trois notions qui sont l'économique, l'environnement et le social. Et en fait, ce sont les trois piliers du développement durable. Donc de façon simplifiée, on peut dire que l'économie circulaire est un outil pour aller vers le développement durable. Et donc l'ADEME l'a théorisé sur la base de 7 piliers que vous voyez à l'écran. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les piliers, mais il y a des notions donc d'approvisionnement durable des matériaux, d'éco-conception des projets ou des produits, d'écologie industrielle et territoriale, de consommation responsable, d'allongement de la durée d'usage, etc. Et donc le réemploi dans tout ça, on le positionne plutôt au niveau du pilier allongement de la durée d'usage. Donc c'est surtout pour vous dire qu'en fait l'économie circulaire, c'est pas uniquement le réemploi. Le réemploi, c'est vraiment qu'une petite partie, même si c'est ce sur quoi on se concentre dans le cadre de cet appel à projet Action Logement. Mais l'économie circulaire, c'est beaucoup plus large que uniquement le réemploi. Encore un petit point sur des définitions pour bien différencier ce qui est du réemploi, de la réutilisation et du recyclage. Donc là, vous voyez à l'exemple, enfin à l'écran trois présentations. Donc le réemploi, en fait, donc là c'est le cas d'une porte. Quand on dépose une porte sur un bâtiment et qu'on la repose sur un autre bâtiment en tant que porte, on est dans du réemploi. On a déposé le matériau, il n'est pas passé par un statut de déchet et on a conservé l'usage initial. Donc on est dans le cadre du réemploi. Le deuxième exemple, c'est la réutilisation. Donc sur la deuxième image, là on a utilisé ces portes qu'on aura déposées sur un bâtiment précédent en tant que parement de façade. Donc on a changé l'usage, on a détourné, on a éventuellement remis en état, eu des actions de reconditionnement et de remise en état. Et donc on est passé par le statut de déchet, on est dans le cadre de la réutilisation. Parce qu'on a changé de statut, on a changé d'usage et du coup on n'est plus dans du réemploi. Et ensuite, on a le recyclage, donc qui est là l'exemple qui est mis à l'écran. Par exemple, utiliser cette porte pour en faire des copeaux de bois qui seront recyclés, par exemple, dans un futur panneau de bois. Donc là, on n'est ni dans le réemploi ni dans la réutilisation. On est dans du recyclage et on a appliqué une transformation assez importante sur le matériau initial qui était la porte. Donc le réemploi, c'est vraiment déposer un matériau, ne pas passer par le statut de déchet parce qu'on sait qu'on va le réemployer sur un autre projet pour un usage identique. Dans le cadre des notions qu'on va aborder aujourd'hui, on va aussi pouvoir parler de réutilisation, mais moins de recyclage. D'un point de vue réglementaire, là, on vous a mis les principaux textes qui sont en vigueur depuis plusieurs années. En fait, depuis les années 2010 environ, il y a une accélération du train législatif et il y a un certain nombre de réglementations qui sont entrées en vigueur et qui impactent fortement le secteur du BTP. C'est des réglementations qui sont beaucoup en lien avec la gestion des déchets et il y a certaines réglementations qui viennent introduire aussi des enjeux et des objectifs de réemploi. Donc je rentrerai en détail juste après sur certaines notions, mais dans les textes principaux qu'il faut avoir en tête, on a la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui a été publiée en 2015 et qui fixait notamment un objectif de valorisation des déchets du BTP à atteindre en France horizon 2020 à hauteur de 70%. Donc en 2020, on aurait dû avoir 70% de valorisation des déchets du BTP. Ça n'a pas été atteint et je vous le présentais tout à l'heure, sur les déchets non dangereux, non inertes, on n'est que à 25% de valorisation environ. Et sur les déchets inertes, on est à un peu plus de 70%, ce qui fait que l'un dans l'autre, comme les déchets inertes représentent la plus grosse masse de déchets générés par le secteur du BTP, on n'est pas si loin des 70% de valorisation, mais on n'y est pas.
Et il faut savoir qu'il y a certains gisements comme le verre, le plâtre, les laines minérales qui sont en fait aujourd'hui valorisés seulement à quelques pourcents. Ça dépasse pas les 10%. Donc en fait sur certains matériaux, on est même très en deçà en termes de taux de valorisation. Et sur d'autres matériaux comme les métaux par exemple, on est bien au-delà, on est à plus de 90%. Un autre texte qui est très structurant et dont on va pas mal parler aujourd'hui, c'est la loi anti-gaspillage et économie circulaire, donc qui a été publiée en 2020, qui concerne pas uniquement le secteur du BTP, mais voilà, tout secteur confondu. Mais pour le secteur du BTP, elle vient introduire un certain nombre de notions qu'on va aborder juste après en matière de gestion, traçabilité, tri des déchets. Et donc elle vient vraiment structurer la gestion des déchets du BTP. Et un autre texte important qui vous concerne pas encore en Martinique, mais qui est quand même structurant en France hexagonale, c'est la RE 2020, donc la réglementation environnementale 2020, donc qui vise à donc améliorer l'impact environnemental des bâtiments en imposant notamment sur l'aspect carbone des seuils à ne pas dépasser, et qui va, je rentrerai un petit peu plus en détail tout à l'heure sur ce sujet-là, mais du coup qui va venir inciter les architectes et les maîtrises d'ouvrage à avoir recours au réemploi pour ne pas dépasser les seuils qui sont imposés par cette réglementation environnementale. Donc vous voyez avec cette frise qu'on a tout un tas de réglementations qui sont entrées en vigueur et qui continuent à se structurer donc depuis les années 2010 et qui viennent inciter les acteurs à mettre en place des démarches d'économie circulaire sur leurs projets. Et donc, si on rentre en détail un peu plus sur certaines notions, la première notion que je voulais aborder avec vous, c'est la hiérarchie des modes de traitement des déchets, donc qui a été introduite en 2010 et donc qui impose à tout acteur qui produit des déchets dans le cadre de son activité de se questionner sur le mode de traitement de ces déchets en respectant la hiérarchie qui est présentée à l'écran. Donc en fait, en théorie, quand on est une maîtrise d'ouvrage ou une maîtrise d'œuvre et qu'on intervient sur un projet qui va générer des déchets, il faudrait se questionner sur comment réduire au maximum ces déchets à la source et si on peut pas les éviter, comment les valoriser au mieux. Et donc en premier lieu, donc c'est bien la réduction à la source qu'il faut mettre en place, donc éviter de produire ce déchet, par exemple réhabiliter plutôt que déconstruire et reconstruire. En deuxième lieu, si on peut pas réduire la production de déchets, on va plutôt s'orienter vers du réemploi. Quand on parle de réemploi, on n'est toujours pas dans le statut de déchet, donc par exemple la porte reste une porte dans l'exemple précédent. Et si on peut pas faire de réemploi parce qu'on a des gisements qui sont pas en assez bon état ou parce qu'on n'a pas de solution derrière pour réemployer le matériau, alors dans ce cas, on va s'orienter vers la réutilisation. Si c'est pas possible, le recyclage, enfin la valorisation type valorisation énergétique et dans le pire des cas l'élimination. Mais on voit bien par exemple que le recyclage, qui est en fait une pratique qui est la pratique la plus courante, n'arrive que en milieu de pyramide et c'est pas ça qu'on devrait favoriser dans le cadre d'un projet qui génère des déchets. Donc ça c'est introduit dans le code de l'environnement et chaque acteur qui génère des déchets doit se questionner sur cette hiérarchie des modes de traitement. Un des autres sujets en lien avec les déchets qui est structurant et qui est également issu de la loi AGEC, qui était déjà en vigueur avant la loi AGEC, mais qui a été renforcée par la loi AGEC, c'est le tri set flux des déchets sur chantier. Donc, en fait, tout acteur qui génère et produit des déchets sur un chantier de construction est censé les trier sélectivement selon les 7 flux qui sont indiqués à l'écran. Donc, en fait, il faut, sur une opération de construction, déconstruction ou rénovation, séparer les flux de déchets suivants, donc le papier, le carton, le bois, les métaux, le verre, le plastique, les inertes et le plâtre. Donc il faudrait avoir en théorie, enfin selon la réglementation, il faut avoir 7 contenants différents si on génère tous ces flux de déchets ou moins si on n'a pas généré tous ces flux de déchets sur le chantier. Mais il faut trier sélectivement ces déchets. C'est une obligation réglementaire qui est en vigueur depuis 2021. Avant, on ne devait faire qu'un tri 5 flux, donc que vous voyez à l'écran. Ce tri 5 flux était en vigueur depuis 2016, mais donc depuis 2021, c'est encore plus, ça a été encore plus poussé. On sait que en pratique, c'est pas régulièrement mis en place, mais pourtant c'est une obligation réglementaire et il y a des amendes qui pourraient être encourues par les acteurs si ce respect du tri des déchets n'était pas mis en place.
Il y a 2 cas seulement où le tri des déchets n'est pas obligatoire. C'est si le chantier génère moins de 10 mètres cubes de déchets, ce qui est quand même assez rare même en construction neuve, ou si on a moins de 40 mètres carrés de surface de stockage pour gérer les déchets sur chantier. Donc une emprise au sol de moins de 40 mètres carrés, dans ce cas, on n'est pas soumis à cette obligation de tri 7 flux. Pour tous les autres cas, donc c'est-à-dire plus de 90% des chantiers, on est censé trier ces déchets selon les 7 flux. Et ça, donc, c'est les entreprises de travaux qui doivent le mettre en place sur le chantier, mais c'est à la maîtrise d'œuvre et à la maîtrise d'ouvrage de s'assurer aussi que c'est fait correctement, puisque la maîtrise d'ouvrage est de toute façon considérée juridiquement comme le détenteur de déchets, et le producteur également. Et enfin, le dernier sujet réglementaire que je voulais vous présenter, c'est la mise en place de la filière REP PMCB, donc la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment. Donc c'est une réglementation qui est en vigueur depuis mai 2023, donc ça va faire un peu plus d'1 an. Et le principe, c'est que les industriels qui fabriquent des matériaux de construction pour le secteur du bâtiment sont considérés comme pollueurs, puisque les matériaux qu'ils mettent sur le marché aujourd'hui vont devenir des déchets demain, et du coup ils doivent subvenir et financer à la gestion des déchets, des matériaux qu'ils mettent sur le marché pour en améliorer la gestion et la valorisation. Donc en fait, depuis 2023, vous l'avez peut-être remarqué, il y a des éco-contributions qui s'appliquent sur les matériaux de construction qui sont mis en vente. Ces éco-contributions sont reversées à ce qu'on appelle des éco-organismes, donc comme Valobat par exemple. Et ces éco-organismes ensuite sont en charge de redispatcher donc les montants qu'ils ont collectés vers les gestionnaires de déchets, vers le service public de gestion de déchets également, et aussi pour nettoyer et ramasser les débauches sauvages. Donc depuis 2023, et c'est en train de se structurer, les gestionnaires de déchets, donc les plateformes de tri ou de recyclage de déchets, vont être en fait financés par les éco-organismes qui eux-mêmes collectent l'argent auprès des fabricants de matériaux de construction pour valoriser ces déchets. Ce qui veut dire d'un autre côté que les entreprises de travaux, quand elles vont apporter des déchets à ces gestionnaires de déchets, elles vont pouvoir se les faire reprendre sans frais à condition qu'elles les aient triés au préalable. Et donc, quand on parle de tri, c'est le tri 7 flux que j'ai évoqué juste avant. Donc, les entreprises de travaux qui trient leurs déchets sur chantier, à condition qu'il y ait des points de reprise agréés sur le territoire, peuvent se les faire reprendre gratuitement, puisque en fait la reprise des déchets sera financée par les producteurs de matériaux de construction. Donc ça, c'est une réglementation qui est vraiment structurante d'un point de vue gestion de déchets et économie circulaire. Et donc, dans les installations de reprise de déchets, donc qui sont soutenues par les éco-organismes, il doit aussi avoir des zones qui vont être dédiées au réemploi. Ce qui veut dire que sur le territoire, petit à petit, on aura de plus en plus de zones dans lesquelles on va pouvoir déposer des matériaux de réemploi. Et donc, ça va aussi venir inciter et structurer la filière de réemploi sur le territoire national. En termes de connaissances, de traçabilité et de gestion des déchets, il y a aussi un diagnostic qui est rentré en vigueur en juillet 2023. C'est le diagnostic PEMD, donc produits, équipements, matériaux et déchets, qui est obligatoire pour les opérations de déconstruction et de rénovation supérieures à 1000 m². Et donc, c'est la maîtrise d'ouvrage qui doit faire réaliser ce diagnostic PEMD en amont des travaux. L'objectif du diagnostic, c'est de faire un état des lieux de tous les gisements qui vont être générés par l'opération de déconstruction ou de réhabilitation. Donc, tous les matériaux à destination du réemploi ou tous les matériaux qui vont devenir déchets parce que ne pouvant pas être réemployés vont être quantifiés dans ce diagnostic. Et l'objectif, c'est d'avoir une vision claire de ces matériaux et de favoriser au maximum le réemploi en se questionnant sur la qualité, l'état sanitaire, la quantité des matériaux et en se demandant s'il y a aussi une filière locale derrière qui pourra récupérer ces gisements en vue de les réemployer. Et s'ils peuvent pas être réemployés, plutôt les orienter vers du recyclage. Donc ce diagnostic est vraiment un état des lieux exhaustif visant préalablement aux travaux à identifier la destination des gisements en priorisant le réemploi. Donc il est, comme je le disais juste avant, c'est les maîtrises d'ouvrage qui doivent le faire réaliser avant travaux par un diagnostiqueur qui soit qualifié. Donc pour des opérations de démolition ou de rénovation de plus de 1000 m². Et donc c'est en vigueur depuis juillet 2023.
Donc voilà pour le tour d'horizon réglementaire. Si vous avez des questions, on pourra revenir dessus après. Là, l'idée c'est vraiment de vous faire une introduction et c'est des notions on vous en reparlera à la fin, mais qu'on va aborder plus en détail lors de l'événement qui sera organisé courant du mois d'octobre. Et là, on va vous faire un tour d'horizon des principaux enjeux du réemploi dans le secteur de la construction, puis adapté au territoire de la Martinique. L'idée étant, encore une fois, de vous faire une introduction à ces enjeux et de les détailler plus en profondeur lors de l'événement qui sera organisé en octobre. En termes d'enjeux du réemploi, il y a d'un côté un certain nombre de leviers qui viennent inciter au réemploi, mais il y a aussi un certain nombre de freins. Donc, dans un premier temps, je vais vous exposer les leviers que l'on peut trouver. On abordera aussi les freins et tout ça sera détaillé plus tard. Donc, en termes de leviers, le réemploi, c'est forcément un moyen assez fort de répondre aux problématiques environnementales qu'on a abordées juste avant. Donc, que ce soit en termes de préservation des ressources, en termes de réduction de déchets qui sont produits sur les opérations de construction, rénovation ou démolition, et aussi en termes d'impact carbone d'un projet, puisque forcément, si on réemploie un matériau, son impact carbone va être plus faible qu'un matériau équivalent neuf. Le réemploi, c'est également un levier pour répondre aux évolutions réglementaires. Donc, on en a parlé tout à l'heure, les obligations liées à la loi AGEC. La RE 2020, même si ça concerne pas encore le territoire martiniquais, la RE 2020 en France hexagonale pour le moment c'est un vrai levier pour inciter au réemploi, puisque juste pour information, dans le cadre de la RE 2020, il faut en fait estimer l'impact carbone de la construction neuve avant travaux et au moment du dépôt de permis de construire. Et en fait, les méthodes de réemploi ont un impact carbone équivalent à 0 dans le modèle de calcul de la RE 2020. Donc en fait, pour respecter les seuils de la RE 2020, avoir recours à des matériaux de réemploi, c'est très facilitant. Et comme les seuils vont être de plus en plus exigeants, en fait, ça va de plus en plus inciter les acteurs et en particulier les architectes à avoir recours à ces matériaux de réemploi pour ne pas dépasser les seuils carbone fixés. Donc voilà, on a ces aspects environnementaux, on a ces aspects réglementaires et Angèle l'évoquait aussi au début de la présentation. Le réemploi, ça permet aussi des bénéfices sociaux et économiques importants pour un territoire. Donc ça permet la création d'emplois locaux non délocalisables, puisqu'en fait pour faire du réemploi, il faut de la main-d'œuvre qui soit forcément locale sur les territoires et à plusieurs niveaux d'un projet. On a besoin de main-d'œuvre pour faire de la dépose soignée, donc pour pouvoir récupérer des matériaux de bonne qualité. On a besoin de main-d'œuvre pour la partie logistique, donc faire du stockage, du conditionnement, éventuellement une remise en état légère des matériaux. Et on a aussi besoin de main-d'œuvre forcément pour la remise en œuvre sur une opération. Donc en fait, la démarche de réemploi est génératrice d'emplois locaux non délocalisables. Ça permet aussi de contribuer à la structuration de filières locales sur un territoire et aussi du coup de renforcer l'attractivité économique d'un territoire grâce à la création de ces emplois locaux. Le réemploi, c'est aussi pour vous architectes par exemple ou maîtrise d'ouvrage, c'est aussi un moyen d'obtenir des financements, des subventions ou des labels et certifications. En fait, dans le secteur de la construction, il y a différents labels certifications qui sont mis en place et pour lesquels il y a un volet déchets ou réemploi, et donc avoir recours à du réemploi sur un projet, ça permet de faciliter l'obtention de ces labels. Donc on a par exemple le label Circolab qui est un label spécialisé sur l'économie circulaire dans la construction. On a les certifications BREEAM ou LEED qui sont plutôt des certifications environnementales, mais sur lesquelles il y a un volet spécifique sur le déchet et le réemploi des matériaux. Ce qui est NF Habitat HQE, on a aussi des volets sur le réemploi des matériaux. Donc avoir recours au réemploi peut vous permettre d'obtenir un petit peu plus facilement ces certifications ou ces labels, et aussi ça peut vous permettre d'obtenir des subventions ou des financements sur vos projets. Là, on vous a mis un extrait d'un appel à projet de la BPI où on voit que parmi les critères qui sont attendus dans la réponse du candidat, il faut estimer les impacts liés donc à l'atténuation du changement climatique, et on a aussi la transition vers une économie circulaire en prenant mieux en compte les ressources naturelles. Donc voilà, c'est juste pour ouvrir la discussion et vous dire qu'en fait le réemploi c'est aussi un moyen
soit de financer ou de subvenir financièrement à vos projets, soit d'obtenir des labels ou des certifications dans le cadre également de vos projets et des démarches que vous engagez. Donc je l'évoquais aussi, il y a effectivement des leviers environnementaux, économiques, réglementaires dans le cadre d'une démarche de réemploi, mais il y a également des freins qui sont existants et dont il faut parler et sur lesquels on rentrera aussi plus en détail au cours de l'événement qu'on organise au mois d'octobre. Donc on a des freins qui sont techniques parce que au moment de la dépose par exemple, on a besoin de personnel qualifié pour effectuer une dépose soignée des matériaux sans les dégrader pour pouvoir ensuite les réemployer. On a on a aussi des freins à la remise en œuvre. Des freins techniques à la remise en œuvre parce qu'on a parfois des matériaux qui peuvent être un petit peu usagés ou abîmés et du coup la remise en œuvre peut parfois être plus compliquée. Et aussi pour qualifier ces matériaux de réemploi parce qu'en fait il faut quand même pouvoir garantir qu'un matériau de réemploi a des performances suffisantes pour être remis en état sur un bâtiment neuf ou sur un bâtiment rénové d'ailleurs. Donc être en mesure de qualifier les performances que ce matériau de réemploi a pour être sûr que ça ne va pas dégrader la sécurité des usagers ou la performance thermique ou énergétique du bâtiment. Donc on a ces freins techniques, on a aussi des freins logistiques. Il peut y avoir des problématiques de stockage, par exemple, si on dépose un matériau et qu'on n'a pas encore trouvé un repreneur pour pouvoir le réemployer, comment et où je stocke ce matériau, pendant combien de temps. On peut avoir aussi sur le territoire martiniquais des problématiques liées aux intempéries et au climat spécifique, donc des problématiques vraiment propres au stockage. Des problématiques de calendrier, donc ce que j'évoquais juste avant, faire matcher la ressource et la demande. Parfois, les chantiers prennent du retard et finalement, un matériau qui devait être déposé à un instant T sera finalement déposé que 1 ou 2 mois plus tard. Et le repreneur qu'on avait identifié, ça colle plus avec son planning de travaux. Donc, on a aussi ces problématiques liées à la temporalité, à la vie du chantier qui peuvent parfois contraindre les actions de réemploi. On a également des problématiques assurantielles, donc ça sur ce volet-là, on va pas rentrer beaucoup en détail aujourd'hui parce que ce sera vraiment développé lors de l'événement qu'on organise au mois d'octobre. Mais il y a effectivement des problématiques assurantielles parce que il faut quand même quand on construit un bâtiment neuf, il faut quand même assurer la garantie décennale. Et donc quand on a des matériaux de réemploi, les assureurs peuvent parfois avoir plus de mal à assurer ces matériaux parce que on n'est pas sûr de la qualité ou des performances des matériaux. Donc pour pallier à ça, une des solutions, ça peut être d'avoir recours à des matériaux de réemploi qui par exemple n'ont pas d'enjeux de sécurité, d'enjeux de tenue au feu, d'enjeux d'enveloppe thermique, etc. Et avoir plutôt recours à des matériaux de seconde œuvre pour lesquels on n'attend pas de performances techniques, mécaniques trop élevées, ce qui permettra de les assurer plus facilement. On a aussi des freins réglementaires et normatifs parfois qui viennent limiter le recours aux matériaux de réemploi. Et un des derniers freins que je voulais aborder avec vous, c'est aussi l'acceptabilité. Forcément, des matériaux de réemploi, ça n'a pas toujours un aspect neuf, donc il y a une nécessité d'acceptabilité des usagers. Et il y a aussi une nécessité peut-être au niveau de la maîtrise d'œuvre et de l'architecte de conception, de flexibilité et de souplesse, parce que quand on prescrit des matériaux de réemploi dans un projet, on n'est pas sûr, de la couleur de la porte qui sera mise en œuvre, ou on n'est pas sûr du fini du revêtement de sol qu'on va choisir, parce que les matériaux de réemploi sont souvent en petite quantité pour des petits stocks, sont pas forcément disponibles à l'instant dont on en aurait besoin, et du coup il y a besoin aussi de flexibilité à la conception et aussi d'acceptabilité des usagers finaux pour pouvoir mettre en œuvre ces matériaux de réemploi. Donc voilà les freins que l'on peut rencontrer et qui viennent compenser les leviers qu'on a évoqués juste avant. Et donc sur ces sujets de réemploi, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont questionnés, qui ont fait des guides, des travaux de recherche pour savoir quels étaient les matériaux les plus facilement réemployables. Et donc on peut citer par exemple le CSTB qui a travaillé sur une liste de matériaux les plus propices au réemploi parce qu'ils présentent pas d'enjeux
d'enjeux techniques, d'enjeux mécaniques, d'enjeux de sécurité, d'enjeux de tenue au feu, etc. Donc, je vais vous afficher à l'écran la liste des matériaux qui a été définie par le CSTB. Et donc, l'idée, c'est aussi de vous dire que le réemploi, c'est pas forcément une démarche complexe. On peut, par exemple, faire du réemploi avec des plafonds suspendus ou des chemins de câbles. Les chemins de câbles, par exemple, c'est des matériaux qu'on voit pas. Donc, d'un point de vue esthétique, il y a assez peu d'enjeux. D'un point de vue structurel, il n'y a pas d'enjeu non plus. Donc, faire du réemploi, c'est pas forcément si compliqué que ça si on se concentre sur des matériaux pour lesquels les enjeux sont assez faibles d'un point de vue, d'un point de vue technique ou esthétique, par exemple. Donc il y a déjà pas mal de travaux qui ont été conduits en ce sens, et donc sur les projets qui vont être mis en œuvre et qui vont intégrer du réemploi, il vaut mieux commencer par des matériaux qui présentent des enjeux moindres, pour ensuite sur de futurs projets, quand on a déjà un peu de retour d'expérience, pouvoir aller vers des matériaux un peu plus ambitieux. Et du coup, là, on vous a mis quelques retours d'expérience. À chaque fois, c'est des projets de bailleurs sociaux. Pour vous montrer que c'est possible sur différentes natures de matériaux. Là, le premier projet à l'écran, c'est donc la maîtrise d'ouvrage, c'est Séquence. C'est un projet qui a été livré en 2023. Sur ce projet-là, ils ont réussi à réemployer 700 mètres carrés de briques de terre cuite en façade. Donc là, pour le coup, c'est un niveau assez ambitieux de réemploi, puisqu'il y a eu des essais de caractérisation qui ont dû être faits au préalable. 130 mètres carrés de menuiserie intérieure en bois. Donc pour les menuiseries intérieures, il n'y a pas forcément d'enjeu. Le seul cas où il pourrait y avoir des enjeux, c'est quand on met en œuvre des portes coupe-feu. C'est pour ça que pour le moment, on va plutôt déconseiller de faire du réemploi pour des portes coupe-feu, parce que il y a un enjeu de sécurité très fort. Par contre, une menuiserie, une porte qui est seulement une porte de circulation et qui n'a pas d'enjeu de tenue au feu, d'un point de vue réemploi, il y a assez peu d'enjeux également. Idem pour les équipements sanitaires. Dans le cadre d'un projet de logement type bailleur social, une des problématiques sur les équipements sanitaires, ça va être l'acceptabilité des usagers. Donc là, il y a aussi de la sensibilisation à faire auprès des futurs usagers pour leur expliquer pourquoi on a des matériaux de réemploi. Mais la différence entre un sanitaire neuf et un sanitaire de réemploi, ça se voit pas forcément. Et si on ne le disait pas à l'usager, peut-être qu'il ne le remarquerait pas non plus. Et sur ce projet-là, il y a eu aussi 400 mètres linéaires de garde-corps qui ont été réemployés. Donc voilà, un projet où on a pu mettre du réemploi sur différents corps d'État à différents niveaux et sur, on va dire, des niveaux plus ou moins complexes. Le deuxième exemple qu'on vous a cité, c'est un chantier qui a eu lieu à Châteauroux, donc pareil, un bailleur social qui est l'OPAC 36. Là, on a axé le projet sur des actions, on va dire, assez simples à mettre en œuvre. Donc, on a réemployé les gravillons roulés qu'on met en toiture. Donc, on les a déposés, nettoyés, remis en état. Donc là, pareil, assez peu d'enjeux techniques. Les dalles gravillonnées, donc les dalles sur plot des toitures terrasses, elles ont été aussi déposées, nettoyées, remis en état. Et on a aussi réemployé les portes extérieures du hall qui ont été repris par le bailleur social et remis en œuvre sur un autre projet. Et dernier exemple, et après je relaisserai la main à Livia, c'est un projet pareil d'un bailleur social qui a été réalisé en 2022. Sur ce projet-là, on a pu réemployer 5000 m² de pavés autobloquants. C'est les pavés qu'on met pour les aménagements extérieurs. Donc là, pareil, sur ce type de matériaux-là, il y a assez peu de problématiques techniques. Si le pavé est en bon état, il suffit de le remettre en œuvre classiquement comme un pavé neuf. Il y a eu des 24 hublots qui ont été récupérés aussi par le bailleur social et qui ont été remis en état sur un autre projet. Des éléments de robinetterie, pareil, qui ont été donnés à une ressourcerie pour être repris plutôt par des particuliers. Et il y a eu aussi des équipements de type mobilier extérieur qui ont été donnés à la commune et remis en œuvre sur les espaces publics de la commune où s'est passé le projet. Et donc là, les photos vous montrent aussi la main-d'œuvre qui est nécessaire pour ces démarches de réemploi, donc en nettoyage, en conditionnement par exemple.
Et donc pourquoi ça a fonctionné? Les principaux enjeux d'une démarche de réemploi, c'est déjà de bien anticiper la démarche le plus en amont possible, donc dès la phase conception, dans la prescription, dans les cahiers des charges, et puis ensuite bien suivre la démarche tout au long du projet avec l'entreprise de travaux. Il y a eu des impacts mesurés, donc comme je vous le disais, là on s'est quand même concentré sur des matériaux qui sont relativement faciles à réemployer parce que présentant peu d'enjeux techniques ou liés à la sécurité. Il y a eu la mobilisation de toute la chaîne d'acteurs, donc la maîtrise d'ouvrage qui a impulsé la démarche à l'origine et qui a souhaité faire l'économie circulaire sur le projet, qui a sensibilisé la maîtrise d'œuvre à ces sujets-là. Donc la maîtrise d'œuvre du coup qui s'est saisie de ces enjeux de réemploi et qui l'a retranscrit dans les cahiers des charges. Et donc l'entreprise derrière qui a dû répondre aux cahiers des charges et qui a suivi les prescriptions. Il y a eu la mobilisation aussi de compétences spécifiques, donc soit en dépôt soigné, soit en remise en œuvre des matériaux. Et donc, il y a aussi eu la priorisation des matériaux les plus propices au réemploi dans le cadre de ces projets-là. Et je repasse à Livia pour présenter la situation en Martinique. Merci Juliette. À l'échelle locale, si on cartographie les acteurs ressources en place, on ne retrouve que 2 acteurs du réemploi. Une matériothèque qui est assez ouverte, qui est située à Tivoli, qui est gérée par un acteur de l'ESS qui est CCP-YPM, avec un possible projet de déménagement pour un lieu couvert. Ils collectent des matériaux pour construire des kiosques, des petits espaces, des poulaillers. Et une recyclerie qui est localisée à Métaldom, à Fort-de-France, qui procède du souhait de valoriser certains objets et matériaux ferreux et non ferreux qui proviennent de leur collecte et pour lesquels ils estiment qu'il serait bon de prolonger la durée de vie. Ils s'adressent à un public de bricoleurs et de pros, et certains produits sont gratuits, d'autres sont payants. Ils n'ont pas encore mis en place un moyen de faire savoir le contenu de leur offre à distance, donc ça reste quand même quelque chose d'assez confidentiel. Il est important également d'identifier que il y a eu 3 acteurs pionniers qui ont cessé leur activité, souvent pour des raisons financières et je souhaite quand même en parler parce qu'ils ont eu des problèmes de modèle économique inadéquat. Je cite Servibat Caraïbes, qui était une marketplace du réemploi, qui a lancé en 2020-2021. Et elle a été mise en sommeil en fin 2023. Elle était destinée aux professionnels et aux particuliers. Et il récupérait les stocks lents. Et Servibat assumait et jouait aussi le rôle de passerelle pour une activité de réhabilitation de logements sociaux qui était réalisée avec des équipements usagés. La société Servibat se chargeait d'étudier le chiffrage et les plans d'aménagement des villas à réhabiliter. Aujourd'hui, elle était mise en sommeil parce qu'elle a eu un problème de viabilité économique. Elle n'était pas rentable. Elle n'avait pas d'espace de stockage physique. Et elle avait des prix également trop élevés par rapport aux produits neufs. Nous avons également eu Gecobat. Gecobat était une société spécialisée dans le curage de bâtiments avant démolition depuis 2018. Il y avait 3 salariés. Ils réalisaient la collecte, le tri de tous les déchets valorisables. Ils étaient issus, qui étaient issus de bâtiments voués à la construction, à la déconstruction. Les déchets provenaient des professionnels ou des particuliers qui demandaient des interventions avant travaux de rénovation, de déconstruction. Gecobat collectait environ 60 tonnes par an de déchets de tous ordres, du carrelage, des lambris, des métaux, des plâtres, du faux plafond, du bois de charpente, bois de coffrage. Une déconstruction sélective était faite pour réemploi ou réutilisation. Il y avait des ventes qui étaient faites sur le bon coin de ces produits déconstruits. Et on ne connaît pas bien la raison pour laquelle ils ont fermé, mais il me semble que c'était également lié à l'activité qui était rendue difficile pour des raisons économiques. Bateco, qui émanait de Ecomobile, qui est une association qui a eu l'occasion de mettre en place de nombreux projets en Martinique. C'était un chantier d'insertion avec 5 salariés qui était créé en fin 2022. C'est une structure spécialisée dans la réhabilitation de bâtiments avec des matériaux issus du réemploi. Et Bateco collectait tous les éléments qui sont récupérables, des luminaires, des fermetures, des sanitaires, des menuiseries sur un site de démolition pour les valoriser sur des projets de réhabilitation ou de rénovation. Ils travaillaient en partenariat avec Servibat et également avec la démarche d'écologie industrielle et territoriale que menait Entreprise Environnement. Et ils ambitionnaient de lancer une future recyclerie pour faire de la récupération et de la réparation d'équipements électriques, des matériaux PMCB, etc.
Ils étaient situés à la zone de la Jambette avec une activité arrêtée puisqu'il y a eu une croissance trop rapide du projet et des difficultés financières. Pour tous ces acteurs, il y a eu un problème de modèle économique parce qu'on est sur de l'accompagnement au changement qui n'a pas été fait en amont avec un accompagnement et une sensibilisation du public cible qui aurait été nécessaire en amont. Et ce sont des projets qui, pour certains, ont pâti du manque de foncier pour se développer au niveau de entreprise environnement. En tout cas, le volet accompagnement et sensibilisation tient une place essentielle dans notre modus operandi, autant sur la démarche EIT que sur les autres missions, parce que c'est ce à quoi on travaille aujourd'hui avec vous, notamment, et on a compris que c'était une démarche importante. Avant de proposer des offres sur le marché, il fallait d'abord que les acteurs soient sensibilisés et pu avoir réponse au plus grand nombre de questions qu'ils pourraient avoir. Slide suivante. Au sein du pôle économie circulaire de l'entreprise environnement, dans le cadre de la démarche d'écologie industrielle, il y a une bonne quarantaine de synergies qui ont été faites à partir de matériaux émanant du secteur du bâtiment et dont on a pu prolonger la durée de vie et les valoriser entre des acteurs économiques. Je voudrais vous en présenter une aujourd'hui. Il s'agit d'une synergie sur 15 tonnes de planchers techniques qui ont été cédés par la Tour Lumina qui se trouve à Fort-de-France. C'est une tour de 21 étages à la Pointe-Simon et qui a été achevée en 2014. Et ce plancher technique a été cédé à la SCI Gamat pour rénover un de ces immeubles qui est situé en zone Cap Nord, à la zone industrielle, zone artisanale de la Semère Robert. Il s'agit d'un surplus de chantier qui aurait été jeté faute d'opportunités de valorisation rapide. L'économie pour les acteurs a été de 18 800 € et 35 tonnes de CO2 évitées par le fait que ces ressources ne soient pas devenues un déchet et que la SCI Gamat n'ait pas eu à acheter des dalles neuves. Alors pourquoi ça a fonctionné? Pourquoi c'est important qu'on vous montre ce retour d'expérience? Ça a fonctionné parce que le sujet a été anticipé, il a été pris en amont du projet, que l'offre correspondait à la demande en termes de caractérisation de matériaux et également en termes de timing. Comme Juliette le disait tout à l'heure, quand il y a une demande et que l'offre ne correspond pas en termes de timing à la demande, et souvent la synergie est avortée. Il y a eu également un accompagnement par le pôle économie circulaire d'entreprise environnement pour identifier un receveur, pour faire matcher l'offre et la demande et pour lever les obstacles qui étaient logistiques, de négociation également sur les matières, sur les dates, les jours, etc. et mesurer les impacts environnementaux, économiques et financiers. Juliette vous en parlait et Angèle également. Nous mesurons également ces impacts parce qu'il est important de pouvoir déterminer l'impact à la fois économique, financier et environnemental de toute synergie. Le donneur et le receveur est également motivé à prioriser des matériaux propices au réemploi. Et voilà pourquoi je pense que cette synergie a pu se faire. Slide suivante, s'il te plaît. Voilà un deuxième exemple qui concerne des équipements. J'essaie de vous montrer des exemples locaux de réemploi qui sont parfois très modestes, très timides, mais enfin, il faut toujours un commencement à tout. Sur cet exemple, il s'agit d'appareils d'interphonie qui ont été démontés dans une résidence SMHLM. Ils ont été récupérés, ils ont été mis à dispo du prestataire des interphones, puis ils ont été réemployés dans d'autres résidences du groupe qui ont bénéficié du même système. Donc on est sur du réemploi in situ. Bon, je trouvais que c'était intéressant de valoriser ce retour d'expérience. Quand même aujourd'hui, malgré le fait qu'on dispose somme toute de peu de données et de détails, on sait au moins que ça a fonctionné parce qu'il y avait une volonté de réemploi en amont, que le démontage a été soigné, que les équipements étaient réemployables, c'est-à-dire qu'ils étaient en bon état, et qu'il y a eu forcément une complicité du prestataire installeur pour réinstaller le même équipement dans un autre ouvrage après avoir collecté. Également, le stockage a été possible. Et enfin, il y a une identification d'un nouveau lieu d'affectation, donc il y a eu une procédure quand même de suivi de réaffectation des interphones sur d'autres ouvrages. Slide suivante. Je vous partage un dernier exemple qu'on aime beaucoup. Il s'agit d'une maison de style créole américaine à 3 travées qui est située au 19 rue Carnet-Pagès à Fort-de-France, que beaucoup connaissent. Il s'agit d'une surface de 270 mètres carrés avec une cour intérieure. C'est le Patio 19. Cet ouvrage a été rénové par la coopérative d'architecture Habité Projet en 2020, donc c'est récent, avec une priorité au réemploi des matériaux à petite échelle.
Les architectes ont assumé toutes les étapes eux-mêmes. Par exemple, il y a un volet qui aurait pu être remplacé par un exemplaire neuf et qui a été au contraire récupéré sur place. Il a été traité, poncé, redimensionné et replacé. Il y a un escalier qui donne accès en fait au premier étage pour ceux qui connaissent le lieu et qui a été conservé dans son esprit initial. Le plancher, il est resté également identique dans son jus. Et il y a eu réemploi de briquettes, de poutres, de pierres anciennes, etc. Finalement, il y a que certaines menuiseries, fenêtres et portes, qui ont été renouvelées pour des raisons thermiques, pour rendre les pièces hermétiques, éviter les déperditions de chaleur, notamment en cas de climatisation. Alors, on n'a pas vraiment d'informations pour l'instant sur la quantité de matériaux qui ont été, le volume de matériaux qui ont été réemployés, parce qu'ils n'ont pas été en mesure de quantifier ce volume. Leur priorité était plutôt d'adapter les matériaux présents sur place à la construction, et David Foncuberta, qui est l'architecte associé, avait également déclaré qu'il souhaitait respecter et conserver l'histoire des lieux. C'était ça la priorité première, et on peut dire que c'est une belle opération démonstrative en somme qu'on a plaisir à présenter parce qu'elle a un caractère à la fois esthétique et pratique. Voilà. Slide suivant. Les raisons à notre connaissance pourquoi ça a fonctionné, cette synergie, eh bien la maîtrise d'ouvrage a été internalisée et intégrale par Habité Projet, c'est-à-dire le petit groupe d'architectes. Toute la chaîne d'acteurs a été mobilisée. Il y a eu des compétences spécifiques qui ont été associées au projet. Ils ont priorisé les matériaux propices au réemploi sur le site et à courte échelle. Il y a une anticipation du sujet qui a été pris en amont du projet, une réflexion collective anticipée, un sujet intégré à toutes les étapes du projet, de la conception à la réception des travaux. On va en parler certainement davantage dans le cadre de la semaine du réemploi et nous espérons pouvoir les présenter. Slide suivante. Alors nous vous parlions d'un événement que nous organisons et nous espérons que cette mise en bouche vous a donné le goût d'en savoir davantage et de creuser en fait la thématique pour pouvoir aller un peu plus loin sur le plan technique, assurantiel, organisationnel, etc. Et c'est pour cela que nous vous invitons d'ores et déjà à participer à la semaine du réemploi qui se tiendra du 22 au 25 octobre en présentiel en Martinique. Tous les acteurs sont invités, les donneurs d'ordre, maîtres d'ouvrage, les architectes, les maîtrises d'œuvre, entreprises de travaux, démolition, déconstruction, les acteurs du recyclage, donc entreprises ou acteurs de l'ESS, les acteurs associatifs, les acteurs de l'insertion, les assureurs, les organismes de contrôle, les fédérations et syndicats. On a prévu en fait un parcours pour chaque typologie d'acteurs, de façon à ce que vous ne soyez pas mobilisés pendant tous les jours et que vous ayez un parcours fléché avec des horaires précis. Vous aurez un atelier qui vous est dédié avec on parlera votre langage, on vous permettra également de pouvoir faire remonter les questions principales que vous auriez. Les inscriptions sont déjà ouvertes depuis un moment et on va vous mettre également un lien dans le chat pour ceux qui souhaiteraient peut-être s'inscrire immédiatement. Je vais laisser la parole à Juliette parce que j'aimerais qu'elle vous explicite également le contenu des ateliers et ce qu'on va vous proposer. Juliette? Oui, oui, on a conçu cette semaine du réemploi autour de plusieurs ateliers thématiques et l'idée c'est qu'on a fait des parcours par type de métier et type de profession parce qu'en fait les problématiques réemploi, qu'elles soient techniques ou assurantielles, ne sont pas les mêmes pour une maîtrise d'ouvrage, une maîtrise d'œuvre ou une entreprise de travaux par exemple. Et donc en fait on a conçu des ateliers vraiment par métier. Par exemple sur la partie technique réemploi, on a fait un atelier maîtrise d'ouvrage groupé maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Et l'idée, ça va être de comprendre dans le cadre de cet atelier à quel moment on peut inscrire le réemploi dans un projet, donc à partir de quand il faut inscrire la démarche de réemploi, à quelles étapes il faut penser à
à le retranscrire, que ce soit en conception ou dans les pièces marchées. Qu'est-ce qu'on doit inscrire dans les pièces marchées justement pour être sûr que l'entreprise de travaux derrière mette bien en œuvre le réemploi, etc. Donc l'idée, c'est vraiment que par métier, on aborde ces thématiques et ces enjeux techniques. Pour les entreprises de travaux, par exemple, on va aborder les problématiques de dépôt soigné, de remise en œuvre de matériaux de réemploi, d'identification des gisements, de logistique, etc. Et on a aussi des ateliers assurantiels qui sont pareils par métier. Donc comprendre les responsabilités assurantielles pour une maîtrise d'ouvrage, pour une maîtrise d'œuvre, qui sont pas les mêmes que pour une entreprise de travaux. Et donc pour ces ateliers assurantiels, on aura un assureur en fait qui sera l'intervenant principal et qui vous présentera les principales problématiques. Et en complément des ateliers, on aura aussi des groupes de travail pour pouvoir réfléchir ensemble et se questionner sur comment on pourrait faire émerger une filière de réemploi en Martinique et comment mettre en œuvre le réemploi sur vos projets. Donc en priorisant notamment les matériaux les plus propices dans un premier temps, en mobilisant les compétences adaptées, etc. Et donc voilà, l'idée c'est de vous accompagner sur ces sujets, vous permettre de monter en compétences et puis aussi de pouvoir pour collecter des retours d'expérience, identifier les forces et les faiblesses du territoire sur la thématique du réemploi, etc. Donc voilà, vous êtes fortement conviés à cet événement pour qu'on puisse avancer sur ces enjeux-là. Exactement. Merci Juliette. On est rendu en fait au temps des questions. Nous allons vous remercier déjà pour votre qualité d'écoute. Il y a déjà, il me semble, au moins une dizaine de questions qui ont été exprimées dans le chat. Donc nous avons un petit quart d'heure pour les balayer toutes. La première question, je vais répercuter, c'est celle de... Voilà, de Brice qui nous demande comment se traite actuellement l'assurabilité des matériaux provenant du réemploi. Bon, je pense qu'on a un peu répondu à la question, mais Juliette, est-ce que tu veux donner quelques éléments supplémentaires de réponse ? Oui, alors ce sera vraiment un point qui sera abordé très en détail lors de la semaine du réemploi, mais donc effectivement il y a un vrai sujet plutôt que problème assurantiel sur les matériaux de réemploi, puisque pour les assureurs, le réemploi est considéré comme une technique non courante. Donc par exemple, une entreprise de travaux qui met en œuvre des matériaux de réemploi doit spécifiquement se faire assurer sur la mise en œuvre de ces matériaux de réemploi. Et donc, c'est aussi pour ça que j'évoquais tout à l'heure que certains matériaux sont plus faciles, entre guillemets, à assurer parce qu'ils présentent moins de contraintes de techniques liées à la sécurité des usagers. Donc voilà, il y a, du point de vue entreprise, il y a un vrai enjeu assurantiel et il faut se rapprocher de son assureur pour pouvoir mettre en œuvre du réemploi. Et de toute façon, dans le cadre d'une démarche de réemploi sur un projet spécifique de construction, le meilleur moyen de s'assurer que ça va fonctionner, c'est de mobiliser l'assureur le plus en amont possible et si possible dès la phase de conception, dans la phase de rédaction des CCTP et puis voilà, s'assurer que l'entreprise qu'on va solliciter a elle également mobilisé son assureur pour la mise en œuvre des matériaux de réemploi. Et toutes ces responsabilités sont réévoquées par notre partenaire assureur lors de la semaine du réemploi. Très bien, merci. Question suivante, est-ce que Valobat et ses partenaires ont démarré sur l'île ? Alors nous avons répondu à ça. Valobat a commencé en mai 2024 et ils ont déjà contractualisé avec trois lieux ressources et ils vont continuer et poursuivre évidemment leurs actions et ils sont déjà en fait en action sur le territoire avec un peu plus de retard par rapport à la France hexagonale où effectivement ils ont commencé en 2020. Quelles sont les modalités de contrôle du respect des réglementations comme celle du tri 7 flux ? Alors en principe c'est à la DEAL, il me semble. C'est les services de l'État qui sont censés contrôler. En pratique, le tri 7 flux n'est peu, voire pas contrôlé sur chantier, mais normalement c'est les services de l'État qui doivent s'en assurer. Dans tous les cas, en fait, les acteurs ont totalement intérêt à s'engager dans des démarches de tri sur chantier, puisque dans le cadre de la REP PMCB, les déchets triés
vont être pris sans frais. Donc, ne serait-ce qu'économiquement, le tri des déchets sur chantier a une vraie valeur ajoutée. Et d'un point de vue environnemental, en fait, bien trier ces déchets sur chantier, ça permet de mieux les valoriser. Donc, voilà, il y a deux enjeux économiques et environnementaux qui devraient inciter en tout cas les acteurs à mettre en place une démarche de tri sur chantier. Bien, merci. Quels acteurs seront en charge de la mise en œuvre des zones de réemploi sur la REP PMCB sur le territoire? Alors, en fait, les éco-organismes ont des objectifs de déploiement de ce qu'on appelle un maillage territorial. Donc, c'est des points de reprise de déchets qui doivent reprendre les 7 flux de déchets dont on a parlé juste avant et qui doivent avoir des zones dédiées au réemploi. Donc, ça, c'est un objectif qui est imposé aux éco-organismes, donc dont Valobat notamment. Donc, logiquement, Valobat va contribuer à mettre en place des zones dédiées au réemploi dans le cadre de la REP PMCB. Après, je veux pas parler à leur place, mais c'est ce que la réglementation prévoit en tout cas. Merci Juliette. Question de Jean-Yves. Est-ce tabou de ne pas parler du coût de construction pour promouvoir le réemploi? Alors c'est vrai que le sujet économique, on n'en a pas trop parlé et on va aussi également bien le réaborder au cours de la semaine du réemploi. En fait, d'un point de vue économique, il y a une étude qui a été faite par l'IFPEB qui a été publiée en 2024 sur l'équation qui s'appelle équation économique du réemploi. Et en fait, la principale conclusion de cette étude, c'est que le réemploi a un coût quasiment équivalent à du neuf. Sauf que en fait, les coûts sont pas situés au même endroit. Quand on a un matériau neuf, les coûts sont situés sur la phase, on va dire, de production industrielle et d'achat de matières premières. Quand on fait du réemploi, les coûts sont principalement associés à la main-d'œuvre pour la dépose soignée, pour le conditionnement, pour la logistique, le stockage, etc. Et donc, même si le coût est équivalent, la valeur ajoutée du réemploi est plus importante, notamment sur l'aspect social et le fait que ça crée des emplois locaux. Voilà, merci. J'espère que la réponse vous convient. Nous passons à la question suivante. Avez-vous de la visibilité sur la mise en œuvre effective des exutoires pour le plastique et le verre dans le cadre de la REP PMCB? Pour l'instant, je ne sais pas si Angèle Der, qui est avec nous, aurait peut-être des éléments de réponse sur ce point. Alors, le verre, à mon sens, c'est Métaldom, parce que c'est bien les menuiseries vitrées où je pense qu'ils sont capables d'accepter d'autres types de verre, à condition que ce soit du verre PMCB, du verre issu des matériaux de la construction. Le plastique, on n'a pas de visibilité pour le moment. Pas du tout. Voilà, mais on interrogera Valobat quand ce sera le moment. Rudy Bach qui nous dit: a-t-on un retour d'expérience de la Réunion, car l'insularité remet en cause les économies d'échelle réalisées, mais aussi, comme vous le disiez, la question du personnel qualifié et enfin les acteurs capables de réceptionner les matériaux et équipements, les capacités de stockage et revente en passant par le transfert de responsabilité. Enfin, quid de l'engagement et l'accompagnement des EPCI qui ont la responsabilité des déchets? Je vais répondre pour la partie sur la Réunion. Alors la Réunion, ils sont sur le sujet réemploi sont un peu plus avancés que la Martinique. Ils commencent à se structurer. Il y a un acteur qui est implanté à la ville du Port, qui a une zone dédiée et qui arrive à à récupérer des matériaux de réemploi et à les revendre. Et pour le moment, c'est plutôt sous un format événementiel. En fait, ils font une fois par mois ce qu'ils appellent une bourse matériaux, donc matériaux de construction, et donc ils ouvrent à tous les acteurs pour vendre les matériaux de réemploi. Donc ils arrivent à avoir un stock assez important. Et finalement, la problématique que eux rencontrent, c'est qu'ils ont beaucoup de ressources. Ils sont régulièrement sollicités par des maîtrises d'ouvrage, des maîtriseurs ou des entreprises de travaux pour venir déposer des matériaux de réemploi sur leur site. Et par contre, ils ont une problématique de demande, ils n'ont pas assez de demande en face, donc ils se trouvent à avoir des stocks un peu trop importants. Donc encore une fois, un enjeu logistique, mais c'est en train de se structurer. Et du coup, d'un point de vue main-d'œuvre, eux, leur modèle économique, c'est qu'ils travaillent dans le cadre alors je sais pas si le bon mot c'est appel à projet, mais en tout cas dans le cadre d'une démarche qui s'appelle Territoire Zéro Chômeur. Et donc ils font intervenir des personnes qui sont en retour vers l'emploi ou en insertion
pour pouvoir structurer cette activité de réemploi. Donc c'est comme ça qu'elle fonctionne économiquement. Et donc pour l'instant c'est que événementiel, mais j'espère qu'à terme ils vont réussir à avoir cette matériothèque ouverte au quotidien et non pas une fois par mois. Et sur l'accompagnement des EPCI, je ne sais pas si... Oui, c'est à cette partie de la question que je voulais répondre. Les EPCI ont la responsabilité des déchets des ménages. Pour ce qui est des entreprises, elles n'en ont pas la responsabilité. Pour autant, ils sont conscients que la frontière c'est difficile vraiment de tracer un trait franc entre les ménages et les entreprises. Et les EPCI travaillent de leur côté à la mise en place de ressourceries également, parce que souvent aussi les déchets qui auront été, en tout cas les ressources, les équipements qui auront été démontés de chantier pourraient servir à des ménages. Donc les EPCI sont tout à fait dans la dynamique. Elles vont reprendre la gestion des déchetteries et pourrait aussi mettre en place des zones de réemploi dans les déchetteries. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Oui, merci Angèle. Nous avons une question également de Rudy qui demande: est-ce que les EPCI sont prêts à vous accompagner pour la mise en place foncière d'un nouvel acteur au sein des zones d'activité économique? L'accompagnement, en fait, c'est pas vraiment... Oui, en fait, c'est un peu ce que je disais. Les EPCI travaillent quand même. Nous, notamment, on travaille à l'échelle d'une zone pour améliorer la gestion des déchets. On verra sur ce sur quoi ça va déboucher. Est-ce que ça sera une zone à proprement parler? Mais en tout cas, au niveau des filières REP, on travaille ce sujet-là avec les EPCI. Très bien, merci pour cette précision. J'espère que la réponse vous convient. Michel Nerovic, bonjour. Sauriez-vous comment dans le chiffrage des travaux apparaissait le coût réemploi? Donc là, ça dépend de quel type de travaux on parle. Si on est en déconstruction, en fait, la plus-value va être liée à la main-d'œuvre et à la dépose soignée. Donc ça peut figurer. Il peut y avoir parfois des variantes. Une dépose, on va dire, standard des équipements sanitaires et une variante dépose soignée si repreneur trouvé au moment de la dépose. Donc ça, c'est des choses qui peuvent apparaître sur les chiffrages des travaux de déconstruction. Et en construction, en fait, ça va dépendre comment le marché est ficelé par la maîtrise d'œuvre. Parfois, donc là, je parle plutôt en France hexagonale où on est plus avancé sur ce sujet-là. Parfois, la maîtrise d'œuvre va prévoir ce qu'on appelle un lot zéro pour approvisionner les matériaux de réemploi. Donc, ils vont sélectionner une entreprise qui va être juste en charge de l'approvisionnement des matériaux de réemploi sur le projet, mais pas en charge de la mise en œuvre. Donc, en fait, les coûts de réemploi de matériaux de réemploi vont être vraiment sur ce lot zéro. Et ensuite, il y aura des lots classiques de pose, pour les entreprises travaux, de pose des matériaux, dont certains auront été approvisionnés dans le cadre du lot zéro. Et parfois, il n'y a pas ce lot zéro et du coup, c'est l'entreprise de travaux, on va dire classique, qui doit s'approvisionner en matériaux de réemploi. Et dans ce cas, nous, ce qu'on conseille en tout cas, c'est d'avoir encore une fois des variantes. Variante approvisionnement en réemploi, par exemple, de faux planchers, et variante approvisionnement en faux plancher neuf, parce qu'on n'est pas sûr à l'instant T du projet qu'on trouve le gisement dont on a besoin. Donc ce sera plutôt, en tout cas nous on recommande plutôt de le faire soit sous un format lot zéro et lot travaux classique, soit sous un format avec des variantes pour pouvoir en fait ajuster, parce qu'on sait qu'il y a toujours ces problématiques de logistique. Donc pour pouvoir ajuster à l'avancement des travaux la solution qu'on retient pour pas se retrouver bloqué. Parfait. Merci Juliette. Question suivante. La semaine du réemploi est-elle maintenue à Batelière? Alors, l'hôtel à Batelière, vous avez effectivement entendu parler de ces difficultés actuellement financières en liquidation. Et donc, nous avons appris qu'il ne serait pas en mesure de nous accueillir pour
pour la semaine du réemploi en octobre. Et donc, nous sommes actuellement en train de choisir un lieu qui sera certainement situé en zone KSM. Donc, l'information vous sera donnée très rapidement, je pense en début de semaine, dès que nous aurons réussi à trouver les infrastructures que nous souhaitons avoir pour à la fois en termes de parking, mais également en termes de salles pour pouvoir accueillir à la fois plusieurs ateliers en même temps, puisqu'il y a des parcours différents, donc il y aura plusieurs ateliers en même temps. Voilà, donc on vous tiendra au courant. N'hésitez pas à vous inscrire, hein, ça n'empêche pas de vous inscrire, et on vous apportera l'information sur le lieu dès que nous l'aurons. Voilà. Bonjour. La problématique assurantielle est-elle vraiment une problématique pour cette démarche de réemploi? Avez-vous des pistes de ce qui se fait ailleurs, en France, en Europe? Pensez-vous que les assurances sont prêtes à jouer le jeu? Je pense qu'on a déjà un peu répondu à cette question. Est-ce que ça vous a convenu ou est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro pour nous dire est-ce que vous souhaitez des précisions particulières pour cette question ou est-ce que vous avez déjà une réponse à travers ce que Juliette vous a présenté? Bon, je pense qu'il est satisfait. Qui ne dit mot consent. Quels thèmes seront abordés lors du webinaire du 3 octobre? Alors, le webinaire du 3 octobre sera identique à celui du 12 septembre, aujourd'hui, à celui du 16 juin. C'est-à-dire que ce sont 3 webinaires que nous avons mis pour permettre au maximum d'acteurs de pouvoir embarquer dans le train et prendre le train en marche pour aller vers la semaine du réemploi. Donc, nous aurons à peu près le même contenu. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à faire savoir à d'autres acteurs du bâtiment, quel que soit l'endroit où il se trouve sur la chaîne de valeur, pour pouvoir participer, parce qu'en fait, on ne va pas, il y a des points qu'on ne va pas détailler autant lors de la semaine du réemploi, puisqu'on envisage d'être vraiment plus dans du pratique. Donc, n'hésitez pas déjà à en parler autour de vous, puisque le secteur du bâtiment est une grande famille, et puis également à vous tenir informés sur les autres points qui seront proposés dans le cadre de la semaine du réemploi. Tous les frais sont-ils pris en charge par les éco-organismes, c'est-à-dire transport, conditionnement, traitement? Si on parle de déchets, alors donc hors cadre du réemploi, si on parle de déchets, pour l'instant, ce qui est pris en charge par les éco-organismes, c'est les frais de traitement de déchets à condition qu'ils soient triés. Donc, il y a toujours cet enjeu de tri. Le transport, pour le moment, n'est pas pris en charge, mais il devrait l'être partiellement et sous certaines conditions à partir de 2025. Et par contre, si on parle de réemploi, donc à terme, il devrait y avoir des zones dédiées au réemploi au niveau des points de reprise de déchets. Donc, il y aura la possibilité de déposer gratuitement les matériaux de réemploi sur ces zones dédiées. Par contre, sur le conditionnement, je pense que ce sera plus au cas par cas. Et donc là, ça va être sur le territoire de la Martinique. Il faudra voir ce que Valobat va proposer sur ce volet-là. En tout cas, je peux pas m'avancer ou vous dire si ça va être pris en charge. Ça dépendra de la stratégie Valobat. Très bien, merci. Ne faudrait-il pas intensifier la communication auprès du grand public, mais également surtout les personnels politiques des EPCI pour réserver des zones dédiées au sein des nouvelles ZAE où le foncier fait l'objet, bien évidemment, de spéculation? Ah bah oui. Alors, je pense qu'il y a une communication à faire. Je pense que ça fait partie des actions que mène Valobat aujourd'hui pour structurer et répondre aux obligations auxquelles ils sont engagés dans le cadre de la filière REP. Il existe qu'une seule recommandation professionnelle, réemploi d'éléments structuraux en acier. La recommandation professionnelle préfigure un avant-projet selon la DTU, tant que les DTU n'intégreront pas le réemploi, la question d'assurance se posera. J'ai pas bien compris la question, Juliette. C'est plus une remarque qu'une question. Effectivement, il faut que les acteurs des différentes filières avancent sur leurs recommandations professionnelles et intègrent ces problématiques au DTU pour faciliter les problématiques d'assurance. C'était plus une remarque qu'une question. D'accord, très bien. Et enfin, nous avons également une remarque, je suppose, ou une question. Concernant les surplus de chantier, comme les dalles de la tour Lumina citées tout à l'heure, les distributeurs, en reprenant l'excédent des commandes des entreprises, permettraient d'alléger les stocks de matériaux de réemploi. Cela permettrait de pallier le problème du stockage. Oui, c'est une piste, effectivement, c'est une piste de réflexion.
Oui, ça se fait. Il y a aussi, alors on a entendu parler de plusieurs pistes. Il y a également la reprise par distributeur qui est possible, ou ça peut être également dans certains distributeurs qui peuvent commercialiser à la fois de la seconde main et en même temps du neuf. Il y a plusieurs modèles existants. Je pense qu'on a perdu Livia. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas, sinon on avait fait le tour des questions qui étaient posées dans le chat. Je pense qu'on peut clôturer. On vous a mis le lien d'inscription à la semaine du réemploi dans le chat. On pourra vous l'envoyer également par mail. Merci à tous de vous être connectés. Voilà, vous pouvez vous inscrire déjà en scannant le QR code. Voilà, merci à tous. Merci à tous. Bonjour, excusez-moi, Madame Der, mesdames, et Madame Corbeau, Madame Der, on se connaît un peu. Oui, Madame Corbeau. Comme vous le savez, nous sommes actuellement, oui, qu'à l'NBTP, donc nous sommes actuellement en train de procéder à la déconstruction d'un bâtiment assez conséquent avec votre aide et de le déconstruire, je dirais, dans les règles de l'art. Je vous ai juste mis un dernier petit commentaire, une petite contribution aussi pour vous féliciter sur les démarches d'économie circulaire et rappeler néanmoins que à ce jour, en fait, la problématique du stockage fait que ces initiatives pour le réemploi se heurtent en fait à nos difficultés concernant provenant des délais contractuels. Pour prendre l'exemple du chantier sur lequel nous intervenons, un des chantiers sur lesquels nous intervenons actuellement, donc la déconstruction de l'ancien rectorat à Saint-François, nous avons un délai contractuel de 6 semaines. Effectivement, une partie du bois et de certains autres matériaux aurait pu être réemployés par exemple des artisans. Mais notre difficulté, ce sont ces délais. En fait, alors, juste pour expliquer le process, on met en fait les déchets à disposition sur une plateforme et les artisans ou autres acteurs qui sont potentiellement intéressés par ces déchets entre guillemets le font savoir. Mais ces personnes intéressées par ce bois qui a été déconstruit, mais qui est encore exploitable, cette personne ne va pas forcément se manifester dans notre délai contractuel. Donc, oui, tout à fait. Ça rejoint les problèmes de stockage. Ça rejoint les problèmes de stockage voilà. qu'on a évoqués comme étant un frein à la mise en œuvre de démarches de réemploi. On en est bien conscient. On est bien conscient qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, à améliorer. Il y a beaucoup de dents creuses pour arriver à avoir du réemploi fluide entre guillemets. Mais ça sera l'occasion, Juliette, d'en parler lors de la semaine du réemploi. Oui, c'est un des sujets, cette problématique logistique qui sera abordée et on essaiera aussi de voir ensemble comment on peut faire pour y pallier au maximum. Oui, voilà. Très bien, je vous remercie. C'était donc une petite du coup une petite question, mais voilà. C'était aussi une manière d'abonder dans votre sens et de vous donner un cas concret. Et évidemment, nous serons présents lors de la semaine du réemploi. Et on compte sur vous. Merci. Merci Madame Corbeau. Merci à tous. Merci à tous. Je fais une petite page de pub quand même. L'association Entreprises Environnement, nous avons un outil que nous allons lancer
certainement dans un mois ou deux, qui s'appelle la ressourcerie pro et qui sera également une interface sur laquelle différents matériaux du monde économique pourront s'échanger entre acteurs économiques. Donc c'est aussi une solution, alors qui va peut-être pas aider toujours dans le timing, mais quand le timing est bon, c'est également un exutoire possible, une possibilité de valorisation entre acteurs économiques de matériaux du bâtiment ou autres équipements, etc. Donc tenez-vous informés, nous allons certainement faire une bonne communication quand ça partira vers le monde économique. Voilà, sur cette information, je vous souhaite eh bien un bon appétit. Nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire. Merci pour la richesse de vos questions et de votre intérêt. Et nous espérons vous retrouver dans le cadre de la semaine du réemploi, qui est un événement inédit et unique, auquel on espère que la plupart des acteurs du bâtiment vont pouvoir participer, parce que en fait, ce sera une opportunité d'interagir sur ces problématiques qui sont de plus en plus prégnantes, exigeantes et qui vont dans l'air du temps et sur lesquelles nous ne pouvons pas être en retard. Et nous avons besoin, à l'échelle de notre île, d'anticiper ce genre d'informations. Donc, merci à vous et à très bientôt. Une bonne journée. Merci. Au revoir.